Gabriel Casmi, bonjour. Bonjour. Nous te recevons aujourd'hui sur le podcast DeepSight, un média créé par les Mines de Paris PSL qui donne le micro aux chercheurs et associés travaillant sur les technologies de rupture, aussi appelées Deep Tech. À travers cette chaîne, on espère ainsi contribuer au transfert technologique en dehors des laboratoires, mais surtout, on espère vous donner envie d'entreprendre avec notre invité du jour, donc Gabriel. Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va bien. Super. Très bien. Ok, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Donc en quelques mots, donc je m'appelle Gabriel. J'ai j'ai soutenu une thèse en 2024 en CIFRE entre l'école des mines et RTE, qui était une thèse qui portait sur la cartographie des installations photovoltaïques sur toiture. Et donc derrière, j'ai continué avec un postdoc, donc toujours sur les mêmes thématiques, pour essayer d'approfondir et d'aller au bout de l'exercice industriel et de la réponse aux besoins industriels. Et donc là, maintenant, à partir de l'outil que j'ai développé pendant ma thèse, donc je me lance dans un projet entrepreneurial, donc une nouvelle aventure où je suis accompagné maintenant depuis quelques mois par l'écosystème des mines. Okay. Donc, voilà. On est super content en tout cas de te recevoir. Tu es notre premier chercheur sur la chaîne. On a reçu un profil plutôt business dans l'épisode 1. Et voilà, donc tu vas ouvrir le bal sur l'enjeu que traversent les chercheurs aujourd'hui avec nous à travers les projets entrepreneuriaux. Tu as un super profil parce que tu passes justement, tu as l'intention de passer de l'autre côté de la barrière de manière assez imminente. Donc on est très content de pouvoir justement avoir un peu de tes retours d'expérience. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail de la technologie sur laquelle tu travailles, sa genèse, et puis on viendra après sur les jalons futurs. Okay. Donc en gros, l'outil, le point de départ en tout cas pour cartographier les installations solaires, et ce que j'avais développé pendant ma thèse, c'est de la détection en fait en utilisant des algorithmes de deep learning sur des images aériennes. Donc c'est un domaine qui est pas nouveau parce que en gros là maintenant ça fait à peu près une dizaine d'années que ça existe. Il y a eu des technologies ça a plutôt bien maturé, ça a été appliqué dans pas mal de pays, notamment aux États-Unis avec Deep Solar, et ensuite notamment en Allemagne. Et donc ce qu'on a fait pendant ma thèse, c'est qu'en fait on a pris ce qui existait, on l'a appliqué à la France. Donc le gros challenge en fait c'était surtout de collecter des données d'apprentissage pour la France, et ensuite de cartographier toutes les installations en France, en apportant après des innovations sur le fait qu'on voulait cartographier mais aussi caractériser les installations. Et pour la caractérisation, on avait besoin les méthodes existantes utilisaient des données complémentaires, notamment du LIDAR ou ce genre de choses qui n'étaient pas disponibles pour nous. C'est quoi le LIDAR ? Le LIDAR, c'est en gros une modélisation en 3D du sol. D'accord. Faite en fait en lançant un rayon laser qui va rebondir après sur une surface et puis en fonction de la vitesse à laquelle ça revient. Laser satellite du coup. T'as du LIDAR satellite, mais t'as aussi du LIDAR avion. Ça dépend de la résolution dont t'as besoin. Okay. Et pour la France, en fait, le LIDAR est en train de se mettre en place et là, c'est en train de se finaliser. Mais c'est que quand j'ai commencé la thèse, c'était encore à l'état de projet, donc on pouvait pas compter sur l'outil. Okay. Et donc en fait, la contribution qu'on avait apportée, outre la cartographie pour la France, ça a été de proposer une méthode en fait qui permette de caractériser des installations avec relativement moins de données que ce qu'avaient fait des travaux existants. Et là actuellement pour la partie entrepreneuriale, on va dire, enfin en tout cas sur la partie technique, ce sur quoi je me concentre, en tout cas ce que j'ai identifié, globalement, c'est d'améliorer soit la résolution temporelle de la cartographie, donc c'est-à-dire en fait d'arriver à avoir une cartographie qui est mise à jour plus souvent, puisque les images sur lesquelles on travaille, en fait, c'est des images qui sont mises à jour tous les 3 ans, et 3 ans, enfin, j'ai vu quelques chiffres sur la croissance du PV, c'est une éternité en fait dans le monde du PV. Donc essayer d'améliorer le PV photovoltaïque. Le photovoltaïque. Pour ceux qui connaissent pas le secteur. Voilà. Essayer d'avoir une mise à jour plus fréquente de la cartographie, et puis après essayer de travailler, d'améliorer aussi la couverture spatiale, puisque donc moi je me suis concentré sur le cas de la France, mais ce qui s'est passé pendant la thèse, c'est qu'en fait on veut travailler en France, on veut travailler en Allemagne, on veut travailler en Italie, c'est quasiment faut repartir de zéro à chaque fois. Or doit y avoir un moyen, en tout cas ça serait intéressant d'arriver en fait à faire ça de manière complètement fluide sur au moins à l'échelle de l'Europe, et puis après pourquoi pas demain à l'échelle de continent. Donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu dans quel cadre ta thèse est venue répondre à ce problème que tu constatais, j'imagine déjà à l'époque, sur les difficultés de cartographier proprement les opportunités en matière d'installation photovoltaïque? Ouais. Alors le point de départ donc de la thèse, effectivement, c'était d'arriver à améliorer l'estimation de production photovoltaïque.
pour arriver à améliorer les estimations de production, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une meilleure caractérisation. En fait, en gros, avoir un cadastre des installations qui soit plus complet, on va dire, ou en tout cas qui contienne des informations que RTE n'avait pas forcément. D'accord. D'où le détour par la cartographie, la cartographie avec les images aériennes dont je parlais tout à l'heure. Et donc voilà, le premier besoin, ça a été de se dire il faut une cartographie qui soit plus complète et une caractérisation qui soit plus complète des systèmes sur toiture. Ouais. Ce qu'on a réussi à faire pendant la thèse, donc ça a été d'évaluer l'incertitude en fait des estimations de production que faisait RTE pour le segment du PV résidentiel. Et on a eu aussi donc un deuxième volet qui a été de pouvoir auditer les données de raccordement et évaluer en fait à quel point les données de raccordement sont précises pour voir si éventuellement il y a des trous dans la raquette ou pas. D'accord. Donc ça, c'est les deux résultats, on va dire, un peu très industriels qu'on a eu, que j'ai pu notamment développer pendant le postdoc. D'accord. Et si on se tourne maintenant sur le volet marché, c'est de se dire, c'est un outil qui est utile en gros pour RTE. Maintenant, d'un point de vue business, RTE, il y en a un en France, donc une fois qu'on a vendu à lui, c'est un peu plus compliqué. Ouais. L'intuition que j'ai, c'est de me dire que ça peut servir en fait à d'autres besoins. Et notamment, donc, ce qu'on est en train de creuser aujourd'hui, c'est des besoins autour de l'aide à la prospection, ou en tout cas d'arriver à accélérer ou à réduire le coût d'acquisition client notamment pour les installateurs. Okay. Et en fait, faire la jointure entre, d'un côté, on a une cartographie, de l'autre côté, on a un besoin qu'on commence un peu à identifier. Il faut trouver comment les deux peuvent se rejoindre. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, RTE utilise ce système sur lequel tu as travaillé pendant ta thèse en postdoc majoritairement, ou en thèse, cet algo, tu l'as développé à quel moment précisément de ton parcours de chercheur? Alors je l'avais développé pendant ma thèse, j'avais commencé à le déployer. Il s'appelle comment d'ailleurs? Il a un nom C'est DeepPV Mapper. Et le guide est accessible en open d'ailleurs. Super. Enfin, tout ce que j'avais fait pendant ma thèse en fait est open source. Donc s'il y en a qui veulent aller réessayer, s'approprier ils veulent s'amuser surtout. Exactement. Et aller débugger aussi, parce qu'il y a sans doute quelques bugs. Alors allez débugger s'il vous plaît l'algo de Gabriel. Donc l'algo, je l'avais fait pendant la thèse et je l'avais déployé à la fin, au moment de la soutenance, j'avais déployé sur à peu près, je sais plus de mémoire, peut-être une dizaine ou une quinzaine de départements en France. Et pendant le postdoc, j'ai fait le déploiement, déployé sur toute la France. Ce qui dit comme ça est une phrase, ce qui dans les faits prend beaucoup de temps. Ouais, et puis après essayer de nettoyer toutes les prédictions et puis de trouver quelque chose en fait à en faire, quoi. Une fois qu'on a des données propres, de se dire quel angle en fait à quelle question on essaie de répondre précisément avec ces données, quoi. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es sur le déploiement justement donc de cette solution qui a été développée sur la base du scope d'RTE? Tu voudrais l'utiliser pour d'autres use cases dans un cadre plutôt de prospection commerciale. Donc là, tu ouvrirais effectivement ton marché à tout un tas d'acteurs auxquels tu n'as pas forcément pour le moment accès. C'est quoi les prochains jalons globalement du projet? L'objectif, c'est d'arriver à trouver des cas d'usage vraiment concrets, des gens, enfin des cas pour lesquels on se dit ok, là les gens seraient prêts à payer quelque chose pour avoir une information qu'on est en mesure de leur fournir. Donc ça tourne autour de l'aide à la prospection. Donc en fait, on utilise pas exactement ce qui a été fait pendant la thèse, mais on va dire plutôt les compétences en données géospatiales et l'expérience de passer du temps dans les données de l'IGN pour faire plein de traitements géospatiaux. Donc on est en train d'avancer sur ce type de besoin, donc d'aide à la prospection. L'idée, l'objectif, en tout cas vraiment à très court terme, c'est d'arriver à valider le fait qu'on peut apporter une information qui a de la valeur, et qu'en face, il y a des gens qui sont prêts à payer en fait pour cette information-là. Donc tu es en pleine analyse de marché concrètement et de phase d'interview avec d'éventuels clients, prospects. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui m'a pas mal occupé dans ces derniers mois en fait, d'aller parler, faire une découverte de marché. Là, on a commencé un petit peu parce j'ai un cofondateur qui m'a rejoint et avec qui je travaille depuis quelques mois. D'accord. Un profil chercheur. Un profil tech. Un profil business. Un profil business. Ouais, d'accord. Et donc ce qui m'aide beaucoup, parce que moi côté business, je suis complètement je suis un peu un béotien. Et donc on a fait des entretiens d'acteurs. Donc ça nous permet en fait de voir déjà juste pour nous de comprendre le marché et d'arriver à comprendre un peu ces enjeux, d'une part. D'autre part, donc arriver à identifier des besoins et des douleurs en fait qui sont assez récurrentes. Et donc là, on essaie de se positionner sur une de ces douleurs autour de la prospection. Sachant que l'idée l'approche qu'on suit, c'est de se dire on répond à un besoin et par ailleurs on structure un peu une espèce de vision de roadmap à moyen long terme qui tient compte notamment des évolutions du marché, qui tient compte de ce qu'on a envie de faire, qui n'est pas nécessairement juste de faire un outil d'aide à la prospection, mais qui pourrait être un peu plus ambitieux parce qu'il y a d'autres questions en fait auxquelles on peut répondre avec des données de cartographie solaire, notamment dans le contexte actuel.
Et donc voilà, donc l'idée c'est de rentrer sur le marché le plus vite possible, de répondre à un besoin, et en même temps de rentrer sur le marché, de se dire où est-ce qu'on cherche à aller une fois qu'on est sur le marché, où est-ce qu'on veut emmener ça. Alors justement, au niveau des cas d'application, des cas d'usage, pour l'instant, est-ce que vous êtes figé à un segment en particulier du marché, le résidentiel, le tertiaire, ou est-ce que vous êtes ouvert à tout type de raccordement de panneaux solaires photovoltaïques, y compris au sol, y compris quel est le segment pour l'instant que vous priorisez à ce stade? Alors nous, là, ce qu'on a identifié, c'est la prospection. Donc c'est la prospection sur le segment de toiture, en fait, sur le segment commercial, qui est celui pour lequel on est aujourd'hui le mieux armé pour arriver à répondre à un besoin et arriver à fournir une information qui est utile aux installateurs. Okay. On verra comment ça évolue, mais on va se concentrer sur le segment de la toiture, sachant que le segment des installations au sol, en fait, c'est un marché qui est déjà assez mature et où on n'a pas forcément, en tout cas a priori, on ne voit pas forcément la valeur qu'on pourrait apporter là-dessus. Très clair, ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu as connaissance d'autres laboratoires, chercheurs qui travailleraient sur exactement la technologie que toi tu as développée? Est-ce que tu as un peu une overview plutôt de la partie recherche plus que de la partie marchande? On en reparlera après de la partie marchande. Mais déjà, du côté labo, est-ce que tu as un overview un peu de où en est la recherche internationale sur ce sujet en particulier? Donc là, en tout cas, si on commence par la France, il y a une équipe de recherche à l'université de Chambéry qui travaille sur ce sujet-là. Okay. Qui d'ailleurs en fait a repris et étendu le travail, la base de données dont je parlais tout à l'heure, en fait, qui l'ont reprise, qui l'ont complétée et qui ont développé leurs propres outils à partir de ça. Après, en France, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre équipe de recherche qui est active sur le sujet. Donc voilà, ceux qui écoutent le podcast pourront dire si, moi je travaille dessus. C'est pas bien fait ma revue de littérature. En fait, il y a surtout quelques entreprises, mais ça on en parlera peut-être sur la partie commerciale. Ouais. Et après, à l'international, il y a des Suédois qui travaillent sur la cartographie et notamment le lien entre la cartographie, le gisement solaire et la saturation des postes sources. Ça, il y a une équipe qui a fait ça en Suède de mémoire. Et puis après, il y avait des équipes de recherche qui étaient assez actives. En fait, la vague sur la partie académique est un peu en train de passer. Okay. Il y avait des équipes de recherche qui ont travaillé pour l'Allemagne, pour l'Italie, aux Pays-Bas il y a quelques années aussi. Et donc le travail aux États-Unis dont je parlais, où il y avait une équipe, notamment il y a deux équipes de recherche, mais notamment une qui a été hyper active qui a défriché le sujet pendant 4 ou 5 ans. D'accord. Et qui là maintenant j'ai l'impression qu'ils sont complètement passés à autre chose et qui bossent sur d'autres sujets. Puis après il y a toujours des chercheurs, notamment des chercheurs chinois qui sont très 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 actifs sur le sujet, mais surtout sur la cartographie des centrales. Ce qui, compte tenu de la croissance du parc de centrales chez eux, fait plutôt sens. Quoi. Ouais, bien sûr. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment s'est déroulé le transfert technologique à proprement parler? C'est-à-dire, tu as développé une solution. Aujourd'hui, elle est détenue par qui? J'imagine le laboratoire, encore aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà réfléchi à la suite de l'aventure entrepreneuriale sur ce sujet, c'est-à-dire l'innovation RS bloquée au labo, vous faites du licensing, donc de la licence, tu déposes un brevet, t'en déposes pas, tu rachètes le brevet éventuellement, et aussi de connaître ta posture, toi, en tant que scientifique, dans cette future entreprise. Est-ce que tu en serais le CTO, le CSO, donc le Chief Technical Officer, le Chief Scientific Officer, le CEO, pourquoi pas, ou consultant scientifique? Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la partie transfert techno? Sur la partie transfert, donc ce que je dis, en fait, moi j'avais commencé la thèse en me disant je vais faire de l'open source. Alors j'avais pas du tout d'idée de créer une startup à la base, mais c'est que je voulais pas qu'en gros, ma plus grosse crainte c'était de développer un truc pendant 2, 3, 4, 5 ans, puis après c'est très bien, on fout ça dans un placard et puis globalement on oublie quoi. Je voulais que ce soit open, pour que ça puisse être diffusé, pour que ça puisse trouver son public derrière. Il se trouve que là c'est commode parce que ça me permet, les licences qui ont été appliquées en fait permettent une réutilisation commerciale, alors par moi, mais par n'importe qui en fait, du coup, des outils qui ont été développés. Et après pour la suite, alors effectivement moi c'est des choses que j'ai découvertes, en fait le licensing, ce genre de choses, c'était en fait moi venant surtout du machine learning. Dans le machine learning il y a beaucoup d'open source. Là on parle en ce moment de Diane Lequin qui vient de créer sa startup et qui a été le principal avocat de l'open source chez Meta pendant des années. Il y a Hugging Face aussi, donc en fait même Mistral, en fait, tous les gros labos d'IA fonctionnent avec beaucoup d'open source. Ouais, tout à fait. Et moi j'avais tendance un peu à m'aligner sur ce modèle-là, mais sans vraiment comprendre les enjeux qu'il y avait derrière. Okay. Et sans comprendre non plus que pour un investisseur... voilà, c'est ça, exactement. Que pour des investisseurs, en fait, de l'API, ça peut aussi être intéressant. Oui, bien sûr. Et donc là, en fait,
À date, la manière dont c'est en train de se structurer, c'est qu'on voit aujourd'hui, on a des briques qui sont open source, qui le resteront. Maintenant, ces briques-là, elles sont pas non plus suffisantes pour trouver leur marché. Il y a d'autres éléments qu'il va falloir développer pour faire un produit complet. Et ces briques-là, elles seront développées, elles sont développées dans le cadre de prématuration, dans le cadre de collaboration ou de projets qui sont financés ou cofinancés par l'école. Là, les conditions, on va dire, un peu plus classiques de licensing s'appliqueront. Ou très vraisemblablement, par exemple, il pourrait y avoir une brique qui permet d'améliorer la résolution temporelle, qui sera développée qui serait développée dans le cadre d'une prématuration. Dans ce cas, ça tombera sous une forme de licensing, comme ça peut se faire en fait de manière un peu plus un peu classique, on va dire. Quoi. Donc là, la prématuration, c'est une étape dans laquelle tu es engagé actuellement. Tu es en train de rédiger un dossier pour aller obtenir cette prémat. En gros, le dossier de prématuration m'a aidé à structurer mon projet. Ah oui, d'accord. Et maintenant que le projet avance, on dépose le dossier de prématuration. Ok. Je l'avais rempli juste à titre d'exercice, quoi. Au début, tu avais fait ce dossier prémat pour te structurer un petit peu dans ton imaginaire d'entrepreneur et ton souhait d'avancer là-dedans, mais tu l'avais pas déposé rapidement parce qu'il n'y avait pas d'enjeu ou... J'ai un peu traîné, parce qu'en gros, je voulais le déposer au début, je voulais faire une prématuration qui s'appelle fil de l'eau, donc qui permet en fait, pour mettre un peu de contexte, dans les prématurations à PSL, alors déjà une prématuration, c'est un financement qui est fourni par PSL, qui permet de couvrir en gros à peu près, schématiquement, l'équivalent d'un financement de postdoc, plus un peu de matériel, pendant une durée qui va de 12 à 18 mois. Okay. Et l'idée, en fait, c'est de partir d'un projet qui existe au labo, de le faire avancer en TRL, et parallèlement à l'avancée en TRL, de travailler un peu sur les aspects marché pour voir si ça va juste être, on va juste mettre un item en plus dans l'armoire à POC du labo, ou si c'est quelque chose qui a vraiment des chances de trouver son marché. Donc ça permet l'exploration à la fois recherche académique et en même temps business. Ouais, c'est ça. Et TRL, donc c'est Technology Readiness Level pour ceux qui connaissent pas l'acronyme. Donc c'est le niveau de maturité de ta technologie qui va de 1 à c'est 9, une idée, voilà. Et Et donc là, actuellement, au début de ta prémat, tu étais à TRL 2, 3 alors sur la brique dont je parlais là, d'amélioration de la résolution temporelle, on va dire que là aujourd'hui le TRL il est peut-être à 3-4 parce qu'il y a des choses qui se font. Je sais que c'est faisable. J'ai une idée de comment le faire. Mais il faut le faire. Donc c'est la partie, c'est ce moment-là qu'on commence. C'est à ce moment-là c'est là où la prémat elle est vraiment importante. Pour passer au TRL 4-5, tu as besoin d'avoir un peu plus de financement et de pouvoir continuer tes travaux. C'est de se dire, là je me mets pendant 3-6 mois bloc dedans, je déroule ma feuille de route, et à la fin j'ai ma réponse de savoir si ça marche technologiquement ou pas, et parce que ça conditionne après derrière un peu tout le reste. Quoi. Ouais, bien sûr. Donc là, tu envisages un licensing à terme. Ce serait le cas idéal. Pourquoi ne pas aller sur éventuellement un brevet s'il y a une innovation incrémentale sur laquelle toi tu peux travailler qui, pour le coup, ne serait pas en common, en open source. Est-ce que derrière, ça pourrait être peut-être plus intéressant pour toi et aussi pour attirer peut-être des différents investisseurs d'aller chercher le brevet ou pas nécessairement ? En fait, le brevet, c'est surtout lié la question brevet, pas brevet, est surtout liée à la nature de l'innovation dont on parle. Nous, en fait, on parle essentiellement de soft. Donc, le brevet fait pas forcément... on pourrait faire des brevets, mais faire un brevet sur des réseaux de neurones, ça sert pas à grand-chose. Donc, c'est plus du licensing. Le modèle de licensing... Naturellement, tu vas aller vers la licensing au vu de ce que tu proposes. Et potentiellement plus adapté. En fait, c'est d'avoir des licences propriétaires qui appartiennent au labo, qui demain, moyen terme, pourraient appartenir à l'entreprise, pourraient être développés en interne par l'entreprise. Mais le modèle du brevet, en fait, est adapté dans certains cas. Moi, dans le cas qui nous intéresse, en fait, c'est du soft, ça fait moins sens. En tout cas, c'est plus artificiel de poser un brevet sur ce qu'on fait. Tu as aujourd'hui un logiciel que tu as développé pendant ta thèse conjointement avec RTE et donc PSL dans le cadre de ta thèse en CIFRE. C'est quoi leur positionnement à eux de ces acteurs par rapport à ce logiciel, étant donné que la data, l'algo est en open source, l'enjeu, j'imagine, de propriété, il se situe plutôt sur le soft. Voilà, comment vous positionnez là les trois acteurs, toi, PSL et RTE, sur ces enjeux? Donc RTE n'est pas partie prenante dans le projet, en tout cas, sera pas au capital. C'est pas la vocation de RTE d'investir dans des startups. Ok. Autrement dit, ce sera pas une spin-off de RTE. Même si, cela dit, je suis, quand j'avais fait part de ce projet en fait à mes anciens collègues, ça avait été accueilli assez positivement et je continue d'avancer. Je pense qu'il y a des besoins en fait et des modes de collaboration à poursuivre, même si maintenant c'est plus une relation d'employé ou de prestataire, mais plus
c'est plus une relation d'employé, mais ça va être une relation de prestataire. Ok. Il y a des sujets sur lesquels continuer à avancer, mais RTE n'est pas partie prenante en fait dans l'entreprise et sur les questions de propriété intellectuelle. Ok. Là où ces questions-là vont se poser, ce sera autour de ce qui sera développé là, ultérieurement dans le cadre de la prématuration des différents appels à projets, où donc, que ce soit le labo, les mines ou PSL sont impliqués comme financeurs ou comme structure d'accueil, et où là on retourne sur un cadre... il y a une brique qui sera développée et cette PI-là appartiendra au labo, licenciera à l'entreprise. D'accord. Puis après, à mesure que l'entreprise se développera, elle finira par développer elle-même ses propres outils qui seront propriété de l'entreprise. Très clair. Dans les briques justement que tu vas développer pendant la prémat, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu est-ce que tu as des idées déjà de ce que va te donner justement à terme ce nouveau développement? Donc là, l'idée, en fait, le projet qui a été soumis dans le cadre de la prématuration, c'est, donc, comme je disais, c'est d'améliorer la résolution temporelle de la cartographie. Donc, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est trouver un moyen c'est de faire en fait ce qu'on appelle de la super résolution. Donc, de prendre une image qui est à basse résolution, qui est disponible généralement pour pas cher du tout, voire gratuitement, d'améliorer sa résolution, d'améliorer son niveau de détail, pour que dessus, on puisse être en mesure de voir un panneau solaire sur toiture, qu'on peut voir sur des images haute résolution, mais qui soit coûtent extrêmement cher parce que les images satellitaires haute résolution, ça coûte très cher, soit sont disponibles gratuitement, mais dans ce cas-là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec la fréquence de revisite qui est de 3 ans. Et donc on a pas suffisamment d'images. Donc l'idée, c'est de faire donc explorer d'abord ce que pourrait donner la super résolution. Après, j'ai d'autres options de fallback, on va dire, dans les cartons, pour améliorer pour essayer de détecter les panneaux solaires sur ces images-là, sur lesquelles, en fait, si vous regardez une image, si vous prenez une image, par exemple, de Sentinelle, vous regardez le truc, vous dites, non, il n'y a pas de panneau là. L'enjeu, ça va être de dire, si, il y en a un là-bas derrière. Et donc ça, c'est ton algo basé sur un système de neurones profond qui permet de faire ça à terme, quoi. L'idée, on va utiliser de l'apprentissage dessus pour pouvoir, des méthodes de deep learning pour détecter, ça va être l'outil principal qu'on va utiliser. En télédétection, après, on est sur un problème où on peut utiliser pas seulement l'image RGB, donc les canaux couleurs qu'on voit classiquement, il y a d'autres bandes spectrales qu'on peut utiliser, d'autres informations, donc on est sur un problème qui est contraint physiquement, en fait, et on peut utiliser ces a priori physiques. Et l'idée, en tout cas, de mon expérience, c'est que là, les méthodes qu'on va combiner, oui, il va y avoir de l'IA dedans parce que ça permet d'aller vite et de trouver des choses rapidement. De manière assez efficace, mais on va aussi contraindre le problème physiquement parce qu'il y a tout un tas d'informations qu'on veut utiliser et qui peuvent nous être utiles. Ouais, ok, très clair. Alors aujourd'hui, les perspectives d'évolution, j'imagine qu'elles sont quand même plus qu'intéressantes, puisque on a un marché du photovoltaïque qui explose depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. On est passé, par exemple, en cumul des raccordements par trimestre à 200 mégawatts au trimestre 4 de 2009, à 9000 mégawatts. Donc, je vous laisse faire les calculs de ratio. Là-dessus, les postes qui ont évolué très fortement, c'est effectivement les grandes infrastructures photovoltaïques et notamment les infrastructures au sol. Le marché du résidentiel aussi est hyper dynamique, mais dans des moindres proportions. Donc là-dessus, on a malheureusement un contexte qui n'est pas aussi favorable qu'avant depuis 4 ans sur le tarif de rachat et sur les subventions à l'installation de panneaux solaires. L'État se désengage progressivement de son aide financière. Est-ce que c'est quelque chose, un fait générateur pour toi qui va te permettre à terme, toi et la solution que tu vas développer, justement de venir percer le marché plus facilement, ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt des mauvaises nouvelles pour vous de voir ces tarifs de rachat et de subventions qui sont plutôt baissières? Pour l'instant, on va dire c'est une donnée avec laquelle il faut faire. Il faut comprendre en fait ce que ça implique pour le marché. Et après, derrière, c'est, on va dire, savoir si c'est une opportunité ou si c'est une menace. Ça dépend de la manière dont on se positionne dessus. Ouais. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, la baisse des tarifs de rachat, ça entraîne, on va dire, une évolution de la motivation pour installer un système solaire où on va passer sur
moins un projet d'installation en disant je mets une installation sur ma toiture et ça va générer du revenu pendant 10, 15, 20 ans avec les tarifs d'obligation d'achat. Ça, c'est un modèle qui est en train de disparaître, voire qui est complètement extinct. Maintenant, on passe sur un modèle d'autoconsommation. Et donc, c'est une logique qui est un peu différente, qui nécessite en fait, qui nécessite de nouvelles informations, et le but, en tout cas, le but de la découverte de marché, c'est de comprendre en fait ce que ça implique concrètement pour le marché, comprendre ce que ça implique, comment va évoluer le marché ou comment on pourrait s'attendre à ce que le marché évolue d'ici 2-3 ans, du fait de ces évolutions, parce que nous, on va arriver sur le marché d'ici 2-3 ans, on va pas arriver là demain. Ouais. Et puis après, derrière, de se positionner dessus, on va dire, entre guillemets, de prendre la vague, quoi, quelque part. Après, de manière personnelle, voilà, moi, j'ai tendance à voir ça. Enfin, j'ai pas de réponse définitive, parce qu'en fait, si le marché est en contraction, ça veut dire qu'on va se positionner d'une certaine manière. Si le marché est plutôt en expansion ou en consolidation, on va se positionner plutôt de telle autre manière. Tu es toujours en capacité de pivoter à ce stade, et c'est là où c'est intéressant pour toi de jouer avec ce contexte, c'est que tu es encore en capacité de réagir rapidement à moindre coût, quoi. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'en fait, en tout cas, de tout ce que j'ai compris dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut être capable de pivoter assez rapidement, quoi. Ouais. Donc oui, nous, pour l'instant, on a des options, on réfléchit, on est encore en train de comprendre les choses et de les dégrossir, de voir un peu où semble aller le marché. Là, on arrive à se positionner sur quelque chose où on se dit, nous, même si le marché est en contraction, nous, on a une perspective, c'est-à-dire si on arrive à choper 15, 20, 30 installateurs, on est déjà très content. Après, c'est de comprendre où vont aller les choses, comment on va diriger notre barque, on va dire, à moyen terme. Ça, pour l'instant, c'est une réflexion qui est encore en discussion. Est-ce que tu as un peu justement d'insight et d'informations sur le positionnement des acteurs qui sont déjà en place sur ce type de technologie, donc de cartographie ou de caractérisation du parc photovoltaïque? Je pense par exemple dans les fournisseurs de données et d'API. On a des compagnies comme NameAir, alors je ne sais pas si je le prononce bien, qui est un des acteurs français d'envergure sur ce genre de solution. On a aussi Google Solar API. Après, côté logiciel, en prospection plutôt B2B, on va avoir des Plano, on va avoir des Aurora Solar aux US ou encore des TerraVion. Et puis enfin, on a des acteurs de type plateforme de mise en relation comme Otovo qui a récemment racheté Insun We Trust. Est-ce que tu connais un peu leur positionnement à ces acteurs-là sur la secousse sismique liée aux tarifs de rachat qui sont en baisse, aux subventions? Est-ce que tu as des échos un peu du marché là-dessus? À ma connaissance, je ne sais pas trop comment le tarif de rachat les impacte, à vrai dire. Pour être tout à fait honnête. Je sais que Plano, il me semble qu'ils arrivent en France. Okay. Donc, en tout cas, leur arrivée est assez récente. Ouais. Donc, ils ne sont pas... on va dire que les tarifs de rachat, ils en font fi, quoi, quelque part, ça ne les empêche pas de se développer. Okay. Après, en fait, Namer, Google, le Google Solar API ou ce genre de choses, c'est des outils qui... ou même, en fait, Otovo... Mais finalement, est-ce que c'est pas même une bonne nouvelle pour eux, tu vois, de voir un contexte justement de contraction du marché de par les subventions qui vont finalement laisser les acteurs économiques devoir s'autofinancer en un sens? Est-ce que c'est pas justement une opportunité business pour des entreprises qui proposent une forme d'optimisation de la prospection commerciale? Tu vois, moi je le vois un peu comme ça. Je sais pas dans quelle mesure c'est avéré, mais je serais pas étonné que finalement pour les acteurs du secteur qui dépendaient beaucoup des subventions pour vendre des temps de retour sur investissement absolument records dans le photovoltaïque. Ça, c'est sûr que pour le coup, l'argument de vente, il va être un peu dégradé. Mais en revanche, c'est aussi une super opportunité pour le secteur, je pense, de montrer une capacité d'optimisation de ces process qui n'étaient pas forcément, jusqu'à aujourd'hui, préoccupants pour ces acteurs-là. Là, ça va le devenir. Et donc, c'est des solutions comme la tienne, peut-être, qui seraient pertinentes. Effectivement, par rapport à ta remarque, c'est que le métier d'installateur est un peu en train de changer, en tout cas de ce qu'on a pu comprendre. Ouais. Alors je reprends la formule de quelqu'un avec qui j'avais échangé, avec qui j'avais pu discuter, qui disait en fait un installateur, pendant longtemps, en fait, c'était un vendeur d'aide de l'État, quoi. Il arrivait, il disait vous avez votre installation, puis là, vous avez votre tarif de rachat, là, vous êtes votre prime à l'achat, vous êtes machin, etc. Ça, c'est en train d'évoluer. Donc nécessairement, alors faut revoir l'argument commercial, et pour l'installateur, il faut aussi, il y a un enjeu, il y a toujours eu, je pense, un enjeu d'acquisition client, mais aujourd'hui, ça devient, ça émerge en tout cas clairement. Tout le monde nous dit oui, nous notre paye numéro 1, c'est le coût d'acquisition client, donc
ça crée une fenêtre d'opportunité pour des solutions. Alors, il y en a quelques-unes qui existent déjà, comme Insane We Trust, comme Plano par exemple. Comme Autovo ou comme Plano qui proposent en fait qui font de la fourniture de guides ou qui font de la préqualification. Ça crée effectivement une fenêtre d'opportunité sur laquelle nous on se dit on va essayer de se positionner là-dessus, on va prendre la vague, on va voir ce que ça donne pour ensuite pour pouvoir en fait entrer dans le marché et après arriver à se démarquer une fois qu'on aura un peu commencé à se confronter au marché, quoi. Ouais, tout à fait. Tu m'as pas trop parlé encore de l'associé avec lequel tu as maintenant entamé cette aventure entrepreneuriale. Profit Business, vous vous connaissez depuis longtemps. Comment s'est fait la rencontre? Comment vous comptez partager la valeur future de cette entreprise? Est-ce que c'est des sujets que vous avez abordés? Pas du tout. En fait, c'est un ami que j'avais rencontré au lycée. D'accord. On avait fait le premier projet qu'on avait fait ensemble, c'était notre TPE en première. Et ça, on s'était dit qu'on le mettrait dans le pitch il y a quelques années. Excellent. Et donc lui, il a fait une école de commerce et on est rentré à peu près. On a passé les concours la même année. Et moi, j'avais bifurqué en fait parce que j'avais passé les concours d'école de commerce, mais j'ai bifurqué après vers la recherche et puis ensuite avant de repiquer derrière. D'accord. Lui est resté, a fait le parcours école de commerce. Et donc en fait c'est l'année dernière en discutant, en se donnant des nouvelles, où moi je lui avais dit j'ai ce projet, je commence à réfléchir à un projet de monter une boîte, etc. Lui, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça faisait partie de son scope possible. Donc on s'est dit on plante une graine, on voit, on se laisse le temps d'y réfléchir. Et puis là il y a quelques mois on s'est dit on y va, c'est parti quoi. Donc et après, donc sur le partage de la valeur, on a un peu discuté en fait de ces aspects-là, notamment. Alors, on pourra parler de l'accompagnement après. Je suis accompagné dans la structuration du projet par pas mal de gens à PSL, dont notamment une personne qui s'occupe des aspects plutôt RH. Ok. Et qui nous a recommandé, en fait, qui nous a passé une grille de lecture, qui nous a dit posez-vous en gros ces 50 questions. Ça s'appelle comment d'ailleurs cette personne? C'est Claire Tagan. Claire Tagan. Que je salue au passage. On salue très fort, ouais. Et donc, il nous a conseillé de passer en revue cette fiche et qui parle justement des questions de partage de la valeur, de comment on voit, comment on s'organise dans le travail, comment on veut partager la valeur, etc. Et nous, sur ce qu'on a décidé, c'est que le projet, en fait, sera du 50-50. Voilà. 50-50, ça c'est fait. Très clair. Et donc, quand tu lui as évoqué ce projet, tu lui as tout de suite posé cette fiche en lui disant par contre, si on commence tous les deux, tu m'en remplis ça, et à la fin, on se met d'accord sur un partage de la valeur. Ça s'est fait comme ça ou... Non, ça c'est très vertical, on va dire, comme manière de faire. En tout cas, moi, c'est pas tellement plus organique. Ouais, c'est ça. En fait, disons que c'est vrai que le projet, c'est-à-dire, ça vient de la thèse, ça fait pas mal d'années que je travaille dessus sur le côté technique, etc. Donc pour l'instant, il y a une asymétrie dans la manière de s'approprier le sujet qui est normale et qui va se résorber en fait avec le temps. Mais la manière dont je vois les choses et la manière dont je vois le travail avec un associé, c'est un associé, c'est pas un subalterne. Donc l'idée c'est donc je dis moi je pense qu'on peut avancer comme ça. Après voilà en gros les quelques billes que j'ai, ce qu'on m'a recommandé de faire. Après, il m'a dit, je pense que tes idées de 50 questions, d'ailleurs, il m'a dit, il y a plein de questions, il m'a dit, mais ça, en fait, j'en sais rien, quoi. Ouais, donc, ça peut pas être facile. C'est, on les met à plus tard, ou alors on y répond, soit on n'y répond pas, soit en fait, j'ai pas de vision là-dessus. Et donc je lui ai proposé ça, on a avancé sur cette méthode-là, mais de plus en plus, en fait, il y a de plus en plus de choses où, en fait, c'est lui qui apporte les choses, et moi, je dis, en fait, si tu penses que c'est la bonne manière de faire, faut qu'on fasse comme ça, parce que moi, j'ai pas tellement de... tu penses que c'est la bonne manière de faire, faisons-le, quoi. Donc, ok, ouais, d'accord. Donc ça s'est fait de manière assez fluide. Si là, on peut évoquer un peu maintenant vos besoins tous les deux. Là, de quoi vous auriez besoin à très court terme? Comment on peut vous aider? Toujours le nerf de la guerre, c'est les financements. Après, je pense que devoir chercher du financement pour continuer la R&D, pour commencer à recruter, c'est des financements qui iront où? Alors là, c'est plutôt du financement pour nous, entre guillemets, et notamment pour la partie commerciale, en fait. Ce dont on s'est rendu compte dans les financements, quand on a fait un peu la cartographie, c'est que les financements de R&D, ça, on n'en manque pas. D'accord. Et j'ai dû j'ai dû préparer des dossiers de financement pour peut-être 3 projets, je crois, au moins. D'accord. Et il y en a quelques-uns, on en a cartographié d'autres auxquels on n'a pas postulé, mais on s'est dit, il pourrait y avoir ça. Et c'est tous des financements qui sont fléchés sur la R&D. Excellent. Par contre, la partie commerciale est un peu... Alors, on en a vu 2 à droite à gauche qui sont des fois adossés à de la R&D, ou si on a la prématuration, ça peut permettre de débloquer des financements pour avoir de la partie commerciale. D'accord. Mais c'est beaucoup plus compliqué, on va dire.
Donc on est un peu en demande aujourd'hui de se dire il faudrait si on pouvait avoir un truc où on peut se payer. Donc c'est son salaire quoi globalement qui est pas couvert. C'est ça. Donc si vous voulez continuer à deux là-dessus pour l'instant, vous êtes bloqué avec seulement ton salaire de chercheur à couper en deux quoi. Je résume de manière très très vulgarisée, mais donc aujourd'hui ce serait du financement pour vraiment pousser la partie prospection et business. Est-ce que demain, tu as une entreprise qui vient et qui vous propose de rentrer au capital? Vous faites quoi? Aujourd'hui, il n'y aura pas d'entreprise qui nous propose un rentrer au capital, parce que concrètement, on n'a rien. Enfin, on n'est pas Yann Lequin qui peut lever 1 milliard sur son nom, quoi. Donc en fait, soit il nous faut de la notoriété ou ce genre de choses, mais ça met quand même pas mal d'années à construire. Soit il faut qu'on ait, nous, un prototype soit suffisamment mûr, mais ça, c'est notre job à nous, quoi, quelque part. Vous êtes en plein dedans. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, mais vous avez quand même la promesse de développer quelque chose qui peut être un argument, tu vois. Oui, on a la promesse, on a on a des atouts, que ce soit sur la complémentarité de nos profils, sur ce qu'on veut faire qui fait sens par rapport à nos profils, et puis le positionnement qui est opportun d'un point de vue timing, etc. Après, je pense qu'en fait, aujourd'hui, en termes de besoins, outre la question des financements, qui est un peu le nerf de la guerre dans n'importe quel projet entrepreneurial, même si là, on arrive à se débrouiller, même si évidemment on trouverait demain on tomberait sur une mallette pleine d'argent, on serait très content. Enfin, on se demanderait quand même d'où elle vient, mais aujourd'hui l'idée c'est d'arriver. Enfin, notre boulot, on a un peu notre part du boulot, c'est de se dire il faut qu'on arrive à trouver une traction, à dégrossir un peu le sujet pour se rendre intéressant auprès de financeurs. Et normalement, à partir de ce moment-là, les choses devraient pouvoir... il y aura d'autres difficultés, mais ça devrait pouvoir commencer à s'amorcer d'un point de vue financement. Donc aujourd'hui, je dirais, c'est surtout de la notoriété, parce que si on a des gens qui viennent nous parler, qui viennent nous voir et dire « Tiens, votre solution est intéressante, etc. » Nous, ça nous permet de collecter des cas d'usage, ça nous permet de nous faire connaître aussi, de créer un peu pas forcément de créer une attente, mais en tout cas de créer... de se faire connaître, de se positionner en fait au sein de l'écosystème. Je pense que c'est l'élément le plus important, parce que c'est de là en fait que va dépendre. D'ailleurs, quand on lancera des choses concrètes, l'écho qu'on trouvera dépend directement de la notoriété qu'on aura pu acquérir en amont, quoi. Il vous faut, j'imagine, rapidement des financements pour couvrir le salaire du cofondateur. Vous avez quelle échéance de temps et quel acteur vous allez idéalement démarcher pour avoir ce financement? Alors là, exclu, donc non dilutif exclu, on a visé il y a quelques programmes en fait d'accélération, ce genre de choses qu'on a pu identifier, qui ont cette coloration en fait, en gros, qui ont une coloration green tech ou clean tech, ou en tout cas qui sont dans le spectre de ce qu'on cherche à développer. Il y a quelques fonds comme ça. En fait, c'est des fonds qui sont un peu avec une thèse d'investissement qui tourne sur les sujets qu'on cherche à traiter. Juste pour qu'on ait bien l'ordre de grandeur, on parle de quelques mois où vous pouvez encore survivre comme ça. On parle de combien de temps? Sur la base d'une prémate et puis peut-être de financement non dilutif. Là, aujourd'hui, en fait, le projet, nous, on peut le faire vivre, je pense, jusqu'à la fin de l'année, c'est assez clair. Il y a quelques points à éclaircir, notamment sur le fait d'arriver à avoir soit du freelance, soit des bourses qu'il faudrait arriver à avoir d'ici la fin de cette année, notamment si on veut pouvoir continuer à être à plein temps tous les deux dessus. Après, on va dire que et c'est ce qu'on s'est dit en fait, notamment quand on s'est mis d'accord, c'était de se dire, de toute façon le projet en tant que tel ne nous rémunérera vraisemblablement pas avant au mieux le début d'année prochaine, que ce soit par des bourses qu'on arrive à obtenir. Ce sera pas forcément on se rémunère sur notre chiffre d'affaires, mais par des bourses qu'on arrive à obtenir avec cette espèce de boucle qu'on arrive à enclencher, c'est-à-dire on a un prototype, on peut avoir des subventions, etc. Ça, c'est pas avant, je pense pas avant au mieux l'année prochaine, et d'ici là, pour tenir, on peut trouver des financements, faire du freelance ou ce genre de choses à côté, qui vont nécessairement moduler la manière, le temps qu'on peut consacrer au projet, mais en fait, le calcul qu'on a fait, c'est de se dire il vaut mieux qu'on soit serein d'un point de vue financier plutôt qu'on ait le couteau sous la gorge, parce que là, si on se dit tiens là dans 3 mois il faut que ça convertisse, on va nécessairement prendre des décisions qui seront peut-être moins judicieuses que si on a davantage de temps, quoi. Ouais. Ok, écoute, très clair. J'espère qu'à l'antenne, on aura des VC qui nous regarderont, et puis aussi des entreprises, je pense à Dinergy par exemple,
qui fait un super travail en matière d'investissement non dilutif. Donc voilà, j'espère que tu trouveras rapidement chaussures à ton pied pour pousser vraiment cette entreprise qui d'ailleurs, on ne l'a pas dit, je ne sais pas si le nom est figé, Solar Dashboard, moi c'est comme ça qu'on me l'avait présenté. Non, c'est pas du tout figé encore. Okay. Pour l'instant, c'est comme ça que s'appelle le dossier. Bon, j'ai bien fait de pas l'évoquer. Ça peut évoluer, effectivement. Ok, super. Bah écoute, Gabriel, merci encore d'être venu. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la tribune qui a été offerte. Et puis avec plaisir pour échanger à nouveau et vous tenir informé des suites du projet. Super. Merci beaucoup, Gabriel. À bientôt. À bientôt.